Un cri déchire le silence de Riverdale. Une sirène hurle. Des menottes claquent. Sous le soleil brûlant, le général de corps d'armée André Dubois, héros afro-américain décoré de 40 années de service, est plaqué contre une voiture de police, le visage écrasé contre le métal chauffé à blanc. Ces médailles, symboles d'une vie de sacrifice, cliquettent sous la violence de l'officier Paul Lefebvre, un jeune policier blanc au regard rempli de mépris. Encore un noir en costume, ricane-t-il, serrant les menottes, jusqu'à ce que le sang coule des poignets du général. Une foule s'amasse choquée, impuissante. Une adolescente tremblante filme la scène. La vidéo devient virale. L'indignation explose. Le Pentagone reçoit l'alerte. Une tempête se prépare. La justice prévaudra-t-elle face à un système corrompu bâti sur le racisme et l'abus de pouvoir? Joignez-vous à nous dans ce combat pour l'égalité. Si vous croyez en la justice, criez-le haut et fort. Commentez « Égalité pour tous » et appuyez sur le bouton « Like » pour soutenir cette lutte. Que commence l'histoire d'un homme qui défie l'injustice, un homme dont le courage pourrait changer Riverdale à jamais. Riverdale, une petite ville où le temps semble s'être arrêté. Les rues poussiéreuses, les devantures fanées, les regards méfiants. André Dubois, 62 ans, traverse ce décor en uniforme impeccable. Ses étoiles de général brillent sur ses épaules. 40 ans de service, 2 étoiles d'argent, une croix du service distinguée, une médaille de la liberté décernée par le président lui-même. Il commande des opérations stratégiques au Pentagone. Un homme respecté, admiré, craint. Pourtant ici, il n'est qu'un homme noir. Un étranger dans une ville où la couleur de peau dicte encore trop souvent le destin. Il s'arrête devant le dîner de Molly, cherchant un moment de répit avant de prononcer un discours à l'Académie militaire de Clayton County. Il pousse la porte. Le silence tombe comme une lame. Les conversations s'éteignent. Les regards se tournent. Il sent le poids de chaque paire d'yeux. Certains curieux, d'autres hostiles. Il s'assit au comptoir, ajuste son uniforme. « Un café, s'il vous plaît » dit-il, sa voix grave, résonnant avec une autorité naturelle. La serveuse, une femme d'âge mûr, nommée Colette, approche à pas lents. « On est débordé » lance-t-elle bien que des tabourets restent vides. André sourit patient. « Juste un café, madame. » Elle verse le liquide noir, éclaboussant volontairement le comptoir. Un homme en veste de chasse murmure assez fort pour être entendu. Depuis quand il laisse des types comme lui porter ses médailles, André boit son café impassible. Il ne répond pas, il ne cille pas. Il sait que réagir, c'est leur donner ce qu'ils veulent. Colette revient sceptique. « Vous allez où habiller comme ça ?»« À l'Académie militaire de Clayton, » répond André. « Je suis le général de corps d'armée André Dubois, orateur principal pour leur cérémonie. » Les sourcils de Colette se haussent. « Vous, général. » Son ton est moqueur. Elle remplit à nouveau sa tasse, mais sa main glisse. Le café brûlant éclabousse la manche immaculée de l'uniforme d'André. « Oh, désolé !» dit-elle, sans une once de sincérité. André essuie la tâche avec une serviette remercie, poliment laisse un pourboire généreux, 20 $ pour une addition de 5, et sort la tête haute. Mais dehors, l'orage l'attend. Paul Lefebvre, 26 ans, est assis dans sa voiture de patrouille. Il tapote le volant impatient. Surnommé « le chasseur » par ses collègues, il traque les infractions avec zèle, surtout celles commises par des conducteurs noirs ou hispaniques. Son père, l'ancien sergent Georges Lefebvre, était une légende à Riverdale, un homme qui maintenait l'ordre dans les quartiers noirs. Paul a grandi avec ses récits convaincus que l'époque de son père était celle de la vraie justice avant que le « politiquement correct » ne vienne tout gâcher. Mais une blessure le ronge. Il y a 4 ans, l'armée a rejeté sa candidature. Problème psychologique, disait-il. Une humiliation qu'il n'a jamais digérée. Voir un homme noir en uniforme militaire le rend fou de rage. Il repère la berline d'André, plaque d'immatriculation hors état. Parfait. Il démarre suite à distance. Pendant 3 miles, André conduit prudemment, respectant chaque règle. À l'intersection de Maple et Jefferson, il s'arrête complètement, signale son virage, vérifie des 2 côtés. Rien à reprocher. Mais Paul active ses gyrophares. Dans son rapport, il écrira « Arrêt non complet ». Une excuse. André se range, éteint le moteur, place ses mains sur le volant visible. Discipline militaire. Calme absolu. Paul s'approche, main sur son arme. Permis et carte grise, aboie-t-il. « Bonjour officier », répond André, voix posée. « Puis-je savoir pourquoi je suis arrêté ?»
Paul durcit le ton. Permis et carte grise. Maintenant. André acquiesce. Je vais prendre mes documents dans la boîte à gants officier. Il bouge lentement. Paul l'observe yeux plissés. André présente son permis, sa carte grise et son identification militaire. Paul ricane. C'est quoi ça? Beaucoup de gens se font passer pour des militaires pour éviter les amendes. André reste calme. Officier Lefebvre, dit-il lisant la plaque nominative, vous pouvez vérifier mon identité auprès du Pentagone. Cette assurance attise la colère de Paul. Il se penche, renifle ostensiblement. Je détecte une odeur de marijuana dans ce véhicule. Un mensonge flagrant. Je dois fouiller votre voiture. André redresse la tête. Officier, je ne donne pas mon consentement pour une fouille. Il n'y a pas de marijuana ici. Si vous avez une cause probable, articulez-la. Paul recule, mâchoire crispée. Il appelle des renforts par radio. Dispatch ici Lefebvre. Besoin d'assistance à Mapley Jefferson. Suspect non coopératif, possible implication de narcotiques. 10 minutes plus tard, une seconde voiture de police arrive. L'officier Sophie Garnier, 33 ans, descend à juste son uniforme. Fille d'immigrants sénégalais, elle a rejoint la police pour apaiser les tensions entre communautés et forces de l'ordre. Mais Riverdale résiste à ses efforts. Elle observe André, note son port militaire, son uniforme orné de médailles. « Quel est le problème ?» demande-t-elle à Paul. « Arrêt non complet. Odeur de marijuana. »« Il refuse la fouille ?» répond-il arrogant. Sophie fronce les sourcils. « Il sait identifier. »« Il prétend être un général » ricane Paul. « Probablement un vigile qui joue aux soldats. » Sophie s'approche. « Sortez du véhicule » ordonne Paul. André obéit, se levant avec une précision militaire. À 1,90, il impose le respect. Ses médailles scintillent. « Monsieur, je suis le général de corps d'armée André Dubois, affecté au Pentagone. Il y a un malentendu. » Il atteint lentement sa poche. « J'ai d'autres identifiants pour clarifier. Main en l'air » hurle Paul, dégainant son arme. André se fige. « Officier, je prenais mes accréditations du Pentagone. » Paul ricane. « Encore un noir en costume. J'ai vu des faux uniformes avant. » Sophie intervient. « Monsieur, que faites-vous à Riverdale ?» Avant qu'André puisse répondre, Paul coupe. « Ça n'a pas d'importance. Il refuse une fouille légale. C'est de l'obstruction. » André reste ferme. « Officier Garnier, je me rends à l'académie militaire de Clayton pour un discours. J'ai arrêté ici pour un café. Je n'ai commis aucune infraction, et il n'y a pas de marijuana. » Il atteint lentement son téléphone. Paul bondit, arrache l'appareil, le jette au sol. « Assez !» crie-t-il, saisissant André, le plaquant violemment contre la voiture de patrouille. Les menottes mordent la chair. Le sang coule. Une foule se forme, murmure, filme. Une femme enceinte, Aïssatou Ba, 28 ans, s'avance horrifiée. « Arrêtez, c'est un général !» Paul se tourne menaçant. « Reculez, ou vous êtes la prochaine !» Aïssatou, paniquée, recule, trébuchant. Elle s'effondre, gémissant, une main sur son ventre. La foule hurle. Une adolescente, Léa, 16 ans, filme tout, diffusant en direct sur les réseaux sociaux. « C'est un scandale !» crie-t-elle, larmes aux yeux. Paul, furieux, fracasse le téléphone d'André sous sa botte. Mais trop tard. Avant la destruction, André a murmuré « Protocole Alpha, 7 novembre, Dubois, André, général de corps d'armée. » L'alerte atteint le Pentagone. Une machine militaire se met en branle. La scène est insoutenable. Aïssatou, en pleurs, est emmenée à l'hôpital. Plus tard, on apprendra qu'elle a perdu son bébé, victime du stress et de la menace brutale de Paul. Une indignation viscérale s'empare des spectateurs de la vidéo en direct. Les réseaux sociaux s'enflammant. Général menotté devient viral. Les vétérans, les militants des droits civiques, les citoyens ordinaires hurlent leur rage. Comment un héros national peut-il être traité ainsi? Comment une femme enceinte peut-elle être terrorisée au point de perdre son enfant? Le Pentagone, alerté, envoie une équipe d'urgence. À l'hôpital, Aïssatou, brisée, raconte son histoire à Claire Martin, une journaliste de 28 ans du Riverdale Gazette. Claire, diplômée de Columbia, est revenue dans sa ville natale pour faire une différence. Ce jour-là, elle trouve sa mission. Elle diffuse la vidéo de Léa, accompagnée d'un article cinglant, dénonçant les abus de la police. Les chaînes nationales reprennent l'histoire. La pression monte. Mais au poste de police de Riverdale, l'arrogance règne. Le chef Jacques Moreau, 58 ans, un homme aux valeurs traditionnelles, entre dans la salle de réservation.
André menottait une entaille sanglante au-dessus de l'œil reste digne. « Sergent, dit-il au préposé, je suis le général de corps d'armée André Dubois. J'ai été illégalement détenu. Mon arme de service est enregistrée et je n'ai menacé personne. Je demande à contacter le Pentagone. » Moreau ricane. « Ici, c'est moi qui décide de la loi. » Il ordonne de l'enfermer. Dans la cellule, André rencontre 3 autres détenus tout noirs, tous arrêtés pour des motifs absurdes. Conduite suspecte. Flânerie. L'un d'eux, Malik, 22 ans, montre des cicatrices de menottes trop serrées. « Ils m'ont arrêté parce que je rentrais du travail, » murmure-t-il. André écoute note mentalement. Un schéma émerge. Riverdale est pourri par le racisme systémique. Au Pentagone, la générale de division Isabelle Roche reçoit l'alerte Alpha 7. Son sang ne fait qu'un tour. « Localisation » demande-t-elle. « Poste de police de Riverdale » répond l'officier des communications. Le signal s'est coupé après activation. Isabelle ordonne l'envoi immédiat d'un avocat du JAG, le colonel Sophie Laurent. Elle contacte le poste de Riverdale. Le standardiste esquive. Le chef Moreau n'est pas disponible. Après 3 appels sans réponse, Isabelle comprend. Ils font obstruction. Elle active une surveillance par satellite et demande un rapport complet sur le département de police de Riverdale. Pendant ce temps, dans la cellule, André recueille les témoignages de ses codétenus. Leurs histoires sont un miroir de la sienne. Arrêt, sans motif, violence gratuite, accusation fabriquée. Malik raconte comment sa sœur, une lycéenne, a été arrêtée pour attitude provocante, après avoir protesté contre une fouille illégale. La rage monte dans la poitrine d'André, mais il reste maître de lui. Sa discipline militaire et son armure. Dehors, la vidéo de Léa continue de faire des vagues. Claire Martin, risquant sa carrière, publie un second article révélant que le maire Bernard Leclerc a bloqué toutes les enquêtes sur les brutalités policières. La communauté noire de Riverdale s'organise. Le pasteur Samuel Dubois, sans lien avec André, 45 ans, ouvre son église pour une réunion d'urgence. Les habitants affluent partageant leurs propres récits d'abus. Une femme, Fatou, raconte comment son magasin a été fermé pour des violations sanitaires inventées après qu'elle a refusé de vendre à un promoteur lié à Leclerc. La foule est en colère, mais André, toujours en cellule, n'a pas encore rejoint ce mouvement. Il sait que la bataille ne fait que commencer. Au poste, l'officier Sophie Garnier, rongée par la culpabilité, s'approche de la cellule. « Général, murmure-t-elle, ce qui s'est passé n'est pas juste. J'ai vu la vidéo, j'ai honte. » André la fixe calme mais ferme. « Officier Garnier, les excuses ne suffisent pas. Ce département viole les droits constitutionnels de ses citoyens. Agissez. » Sophie baisse les yeux, promet de réfléchir. Mais Paul Lefebvre, lui, ne recule pas. Il parade dans le poste vantant son « arrestation musclée ». Il ignore qu'au Pentagone, une tempête se prépare. Le colonel Sophie Laurent atterrit à Riverdale en hélicoptère accompagné de 2 assistants du JAG. Elle entre dans le poste brandissant des documents prouvant l'identité d'André. « Libérez le général Dubois immédiatement », ordonne-t-elle. Moreau, arrogant, refuse. « C'est une affaire locale. Votre général a résisté à l'arrestation. » Sophie, furieuse, rétorque. « Vous détenez illégalement un officier de haut rang. Cela a des implications de sécurité nationale. » Mais Moreau tient bon, soutenu par Leclerc, qui arrive en costume impeccable, sourire politique aux lèvres. « Un malentendu regrettable, » dit-il sans conviction. André, libéré temporairement de sa cellule pour cette confrontation, fixe Leclerc. « Ce n'est pas un malentendu. C'est une violation de mes droits et une insulte à chaque citoyen de cette ville. » La tension est palpable. Dehors, la foule grossit. Les pancartes s'élèvent. Justice pour Dubois. Les sirènes hurlent à nouveau. Une équipe SWAT arrive prétendant répondre à des menaces armées. La situation dégénère. André, menotté à nouveau, est poussé vers une voiture de police. La vidéo de Léa, maintenant vue par des millions, montre un général décoré traité comme un criminel. Et Aïssatou, dans son lit d'hôpital, pleure la perte de son enfant, victime collatérale de la brutalité de Lefebvre. La colère nationale explose. Riverdale devient le symbole d'une injustice insupportable. La question brûle: jusqu'où ira cette corruption? Et André Dubois, héros brisé mais inflexible, trouvera-t-il la force de renverser ce système pourri? La résistance s'organise.
Le ciel de Riverdale s'obscurcit. Les sirènes hurlent comme des bêtes enragées. Dans l'ombre du poste de police, le général de corps d'armée André Dubois, menotté, le sang séché sur son visage, fixe le sol. Mais son esprit est une forteresse. Il ne plie pas. Il ne rompt pas. Dehors, la vidéo de son arrestation, filmée par la jeune Léa, enflamme les cœurs. Des millions la regardent. Des millions crient. L'indignation nationale gronde, mais à Riverdale, la corruption serre son étau. Le chef Jacques Moreau et le maire Bernard Leclerc défient le Pentagone, ricanant face à l'autorité fédérale. Une femme enceinte à Issa-Touba a perdu son bébé sous la menace de l'officier Paul Lefebvre. Un adolescent noir protégé par André sera bientôt battu par des ombres en civil. La rage monte. Le système pourri de Riverdale se dévoile, mais il contre-attaque impitoyable. Des milices armées affluent prêtes à défendre cette injustice. André, au cœur de la tempête, forge une résistance. Avec l'avocate Fatou Diallo, la journaliste Claire Martin et un ancien policier repenti, Marc Dubois, il expose un scandale: la police vole des terres noires pour des profits immobiliers. La lutte s'intensifie. Chaque révélation est une bombe. Chaque pas en avant un défi à la mort. Riverdale tremble. La justice vacille. Le peuple se lève. Si vous refusez ce système corrompu, si vous croyez en l'égalité, hurlez-le dans les commentaires, égalité pour tous. Et frappez le bouton like pour amplifier ce cri de révolte. Dans la cellule crasseuse du poste de police, André Dubois écoute les murmures de ses codétenus. Malik, 22 ans, parle d'une sœur humiliée. Un autre, Joseph, 30 ans, montre des bleus laissés par une arrestation pour flânerie. Leurs voix tremblent, mais leurs yeux brûlent. André note chaque détail, chaque injustice. Son calme est une arme, sa discipline un bouclier. Dehors, le Pentagone rugit. La générale de division Isabelle Roche, furieuse, ordonne au colonel Sophie Laurent de voler à Riverdale. L'hélicoptère atterrit dans un vacarme, assourdissant, soulevant la poussière du parking municipal. Sophie, 38 ans, avocate du JAG, entre dans le poste comme une tempête. « Libérez le général Dubois, immédiatement », tonne-t-elle brandissant des documents officiels. Jacques Moreau, le chef de police, croise les bras, un sourire narquois aux lèvres. « C'est une affaire locale, colonel. Votre général a résisté menacé et transporté une arme illégale. » Sophie, les poings serrés, rétorque: « Vous violez le titre 18 section 242 du Code américain. Détention illégale d'un officier supérieur. C'est un crime fédéral. » Mais Moreau ne bouge pas. Derrière lui, le maire Bernard Leclerc apparaît, costume impeccable, sourire faux. « Un malentendu, colonel, » dit-il mielleux. « Nous respectons nos militaires. » André, escorté hors de sa cellule pour cette confrontation, fixe Leclerc. « Ce n'est pas un malentendu, » dit-il, voix d'acier. « C'est une attaque contre mes droits, et ceux de chaque citoyen de cette ville. » Leclerc blêmit, mais Moreau ordonne « Remettez-le en cellule. » La foule dehors grossit. Des pancartes s'élèvent « Libérez Dubois », des cris perçant l'air. Claire Martin, la journaliste du Riverdale Gazette, filme tout, diffusant en direct. Sa voix tremble d'indignation. Un général décoré traité comme un criminel. Une femme enceinte terrorisée jusqu'à perdre son enfant. Riverdale, où est votre honte? Au Pentagone, Isabelle Roche suit le flux en direct. Sa rage est froide, calculée. Elle appelle le secrétaire à la défense. Riverdale défie l'autorité fédérale. Nous avons des preuves de profilage racial et d'abus systémiques. 1 heure plus tard, le Pentagone publie un communiqué. La détention illégale du général Dubois est inacceptable. Nous exigeons sa libération immédiate. Les chaînes nationales diffusent l'annonce. Twitter explose. Général menotté domine les tendances. Mais à Riverdale, la riposte s'organise. Paul Lefebvre, l'officier qui a brutalisé André, fanfaronne au poste. Il l'a cherché, ricane-t-il, ignorant que son monde s'effondre. Sophie Garnier, l'officier sénégalaise, rongée par la culpabilité, glisse un mot à André à travers les barreaux. « Je vais essayer de faire quelque chose. » André hoche la tête. « Agissez, officier. » Le silence est complice. Sophie s'éloigne, cœur lourd. Elle sait que défier Moreau et Lefebvre pourrait détruire sa carrière, mais elle sait aussi qu'elle ne peut plus fermer les yeux. Dehors, l'église du pasteur Samuel Dubois devient un refuge. Une réunion clandestine s'y tient. Des habitants noirs affluent, partageant leurs blessures. Fatou, la commerçante, parle de son magasin fermé sous de faux prétextes.
Un professeur Amadou raconte comment ses élèves noirs sont fouillés quotidiennement en rentrant chez eux. La rage collective monte, mais Samuel appelle au calme. Nous devons être stratégiques. Le général Dubois est notre chance de briser ce système. Il commence à compiler des preuves datent non d'officiers témoignages. Une archive de l'injustice. Claire Martin, dans son petit bureau du Gazette, reçoit un message anonyme. Une clé USB arrive par courrier. Dedans des documents financiers explosifs. Des saisies de propriétés, toutes appartenant à des familles noires ou hispaniques, revendent à bas prix à une société Renaissance Riverdale Sarl. Les actionnaires Leclerc-Moreau et des conseillers municipaux. Claire sent son pouls s'accélérer. « Ils volent nos terres », murmure-t-elle. Elle contacte André, toujours en cellule, via un téléphone passé par Sophie Garnier. « Général, c'est pire que nous pensions. La police est une machine à profit. » André écoute impassible. « Trouvez des preuves solides, Claire, nous frapperons fort. » Mais la ville contre-attaque. Des milices civiles alertées par des appels en ligne à défendre la police arrivent à Riverdale. Des hommes armés en treillis patrouillent les rues. Leurs drapeaux flottent, leurs regards menacent. Une manifestation pacifique s'organise devant l'église. Des vétérans noirs et blancs se joignent aux habitants. André, libéré temporairement sous la pression du Pentagone, s'adresse à la foule depuis les marches de l'église. « Ce que j'ai subi n'est qu'une goutte dans l'océan de vos souffrances, » dit-il voix vibrante. « Mais ensemble, nous pouvons renverser ce système. » La foule acclame, mais un cri déchire l'air. Un adolescent noir, Moussa, 17 ans protégé par André lors du rassemblement, est traîné dans une ruelle par des hommes en civil. Les coups pleuvent. Son sang tache le sol. Une caméra de surveillance capture tout. Mais la vidéo disparaît mystérieusement. La foule hurle. Claire présente reçoit une copie anonyme de la vidéo. Elle la publie. Le monde voit. L'indignation explose. « Ils battent nos enfants !» crie un père point levé. La rage est palpable, prête à déborder. L'avocate Fatou Diallo, 35 ans, entre en scène. Diplômée de Harvard, elle a fait trembler des départements de police à travers l'État. Elle rencontre André, désormais sous surveillance fédérale, mais toujours menacé. « Général, nous avons une chance unique, » dit-elle. « Votre rang, la vidéo, les documents de Claire, nous pouvons forcer le DOJ à intervenir. » André acquiesce. « Mais nous devons protéger la communauté. » Il riposte. Et il riposte sauvagement. Les entreprises noires reçoivent des inspections surprises. Des étudiants manifestants sont suspendus pour des infractions absurdes. L'église de Samuel est citée pour des violations du code incendie jamais relevées auparavant. Pire, des menaces anonymes affluent. Des vitres sont brisées. Des pneus crevés. Une famille noire trouve un mot cloué à sa porte. Partez ou brûlez. La terreur s'installe, mais la résistance durcit. Les vétérans s'organisent. Marc Dubois, un ancien policier repenti 42 ans, rejoint le combat. Il a quitté la police après avoir refusé de falsifier un rapport. Moreau dirige une mafia, révèle-t-il. Il cible les quartiers noirs pour les saisies. Lefebvre est leur exécuteur. Marc fournit des noms, des dates, des preuves internes. André Fatou et Claire compilent tout. Une bombe juridique se forme. Mais le danger grandit. Les milices patrouillent plus près. Une nuit, des coups de feu retentissent près de l'église. Personne n'est blessé, mais le message est clair, reculez ou mourrez. Le Pentagone intensifie sa réponse. Sophie Laurent revient avec des renforts, des agents fédéraux, des analystes financiers. Ils confirment les découvertes de Claire. Renaissance Riverdale Sarl est une façade pour un racket immobilier. Des propriétés saisies pour des infractions mineures sont revendues à des promoteurs liés à Leclerc. André, désormais libre mais sous protection, rencontre Isabelle Roche par vidéoconférence. « Général, c'est une conspiration criminelle, » dit-elle. « Nous avons des images satellites montrant des avions suspects atterrissant à l'aéroport municipal. Possible trafic de drogue. » André serre les mâchoires. Il plante la drogue pour justifier les saisies. La vérité est pire encore. Marc révèle que Lefebvre et son unité reçoivent des ordres directs de Moreau pour cibler des adresses précises. Ils choisissent des familles vulnérables, dit-il écœuré. Des veuves, des retraités, des gens sans moyen de se défendre. La rage d'André bouillonne, mais il canalise tout. « Nous avons besoin d'un témoin interne, dit-il. » Comme en réponse, Sophie Garnier appelle. « Général, je ne peux plus me taire. J'ai des copies de rapports falsifiés. Je les ai gardées. Elle risque tout, sa carrière,
sa sécurité, mais elle agit. Elle remet un disque dur à Fatou. Dedans des vidéos de bodycam, des mémos internes, des statistiques accablantes. Les Noirs sont arrêtés 7 fois plus souvent que les Blancs. Fouillés 12 fois plus. Condamnés sans preuve. Une audience fédérale est fixée. Fatou dépose une motion d'urgence, contournant le juge local, un allié de Leclerc. Elle présente les preuves, les documents de Claire, les vidéos de Sophie, les témoignages de la communauté. Le Pentagone appuie invoquant des implications de sécurité nationale. Pour un instant, l'espoir renaît. Mais Riverdale riposte vicieusement. La maison de Claire est vandalisée. Des insultes raciales sont peintes sur ses murs. Sophie est rétrogradée, assignée à des tâches administratives. Marc reçoit des menaces de mort. Et Moussa, l'adolescent battu, est arrêté pour vandalisme, une accusation fabriquée. Sa mère en larmes supplie « André, ils veulent nous briser ». André la serre dans ses bras. Ils échoueront. Il convoque les vétérans dans une salle des VFW. 30 anciens combattants de toutes origines écoutent. « Notre serment de défendre la Constitution ne s'arrête pas », dit-il. Riverdale viole les droits de ses citoyens. Nous devons agir. Ils s'organisent. Les juristes soutiennent Fatou. Les enquêteurs surveillent la police. Les communicants amplifient la couverture médiatique. La résistance prend forme, mais le danger s'amplifie. Une nuit, une milice tente d'intimider une manifestation. Des hommes armés encerclent les protestataires. André s'interpose seul entre eux et la foule. « Rentrez chez vous », ordonne-t-il voix d'acier. Les miliciens hésitent. La foule retient son souffle. Un coup de feu claque. La panique éclate. André protège Moussa, le tyran, à l'abri. La balle frôle son épaule, laissant une entaille sanglante. La vidéo de l'incident capturée par Claire devient virale. Le monde voit un général risquer sa vie pour un enfant. La rage nationale explose. Riverdale est un volcan prêt à entrer en éruption. André, pensant sa blessure, sait que la bataille ne fait que commencer. La corruption est profonde. Les ennemis sont puissants. Mais le peuple se lève uni par une colère juste. La question brûle: jusqu'où iront-ils pour protéger leur système pourri? Et André Dubois, héros inflexible, trouvera-t-il la force de le faire tomber? Riverdale suffoque sous un ciel d'orage lourd, comme une menace. Les sirènes hurlent stridentes, déchirant l'air. Les barricades s'élèvent fragiles face à la colère qui gronde. Le général de corps d'armée André Dubois, les cicatrices encore fraîches sur le visage, se tient au cœur de cette tempête. Son uniforme taché de sang séché est un étendard de résistance. La vidéo de son arrestation brutale par Paul Lefebvre, l'agression sauvage de l'adolescent Moussa, la perte déchirante du bébé d'Aïssa Touba, chaque injustice alimente une rage nationale, un brasier qui menace d'engloutir la ville. Le Pentagone indigné déploie ses forces, défiant l'arrogance locale. La journaliste Claire Martin expose un racket immobilier orchestré par le maire Bernard Leclerc et le chef de police Jacques Moreau, une machine à voler les terres des Noirs pour des profits obscènes. L'avocate Fatou Diallo brandit des preuves accablantes, des documents qui brûlent les mains tant ils sont explosifs. Paul Lefebvre, incarnation de la haine, vacille, mais refuse de tomber. Riverdale, contre-attaque impitoyable, vicieuse. Une école communautaire noire, refuge d'espoir, est réduite en cendres. Des milices armées yeux noirs de haine rôdent dans les rues, leurs fusils prêts à cracher la mort. Une prise d'otage menace d'embraser la ville. La corruption enracinée, comme un poison dans la moelle de Riverdale, se bat pour survivre, griffant, mordant, hurlant. André, inflexible, forge une coalition improbable, vétérans endurcis, citoyens brisés, mais debout, lanceurs d'alerte risquant tout. Chaque révélation est une bombe. Chaque pas en avant un défi à la mort. La justice vacille fragile comme une flamme dans le vent. Le peuple rugit uni par une colère juste. Si vous rejetez cette injustice, si vous croyez en un avenir où chaque voix compte, criez-le dans les commentaires « Égalité pour tous » et frappez le bouton « Like » pour porter ce combat. Au-delà des frontières de Riverdale. Le tribunal fédéral de Clayton County est une forteresse assiégée. Des marshals armés, visages tendus, gardent chaque porte. Des Humvees militaires bordent les rues, leurs moteurs grondant comme des bêtes en cage. Des hélicoptères tournoient dans le ciel, leurs pales battant l'air avec une rage mécanique. À l'intérieur, la juge Isabelle Nuyen, 52 ans, préside, son regard d'acier transperçant l'arrogance des accusés. Ce n'est pas un simple procès. C'est une guerre pour l'âme d'une nation. André Dubois,
en uniforme impeccable, malgré les entailles sur ses mains, et son visage s'assit aux côtés de Fatou Diallo. En face, les avocats de Leclerc-Moreau et Lefebvre s'agitent leurs costumes coûteux trempés de sueur. La salle est comble leader, des droits civiques généraux, en uniforme journalistes frénétiques habitants de Riverdale, leurs visages marqués par des décennies de douleur. Dehors, des milliers manifestent une mère humaine brandissant des pancartes. Justice pour Dubois. Arrêtez Leclerc, Isabelle Nuyen frappe son marteau, un son sec qui impose le silence. Ce tribunal examinera la juridiction fédérale, l'admissibilité des preuves et les mesures immédiates pour les violations systémiques des droits civiques à Riverdale. Sa voix est claire tranchante comme une lame. Fatou se lève un dossier épais dans les mains. Elle déploie une montagne de preuves, chaque document une arme. Les rapports financiers de Claire Martin montrent des saisies illégales de propriétés noires revendues à bas prix à Renaissance Riverdale Sarl, une coquille dirigée par Leclerc et ses complices. Les vidéos de bodycam, fournies par Sophie Garnier, capturent des abus brutaux des Noirs menottés sans motif battus, dans des ruelles humiliées, sous des rires d'officiers. Les témoignages communautaires, recueillis par le pasteur Samuel Dubois, sont un cri de douleur collective, des familles dépossédées, des enfants terrorisés, des vies brisées. Puis, le coup de grâce. Kevin Petit, un ancien officier, témoigne depuis son lit d'hôpital, le visage tuméfié après une agression commanditée pour le faire taire. Sa voix tremble, Moreau donnait les adresses à saisir. Lefebvre plantait la drogue pour justifier les arrestations. Leclerc encaissait les profits. La salle retient son souffle. Les avocats de la défense hurlent des objections, leur voix stridente. Témoins non fiables, procédure irrégulière. Isabelle Nuyen balaie leurs arguments d'un geste. Admissible. Tranche-t-elle. Sophie Garnier monte à la barre, ces statistiques sont un verdict en soi. Les Noirs sont arrêtés 7 fois plus souvent que les Blancs, fouillés 12 fois plus, condamnés sans preuve. Un expert financier mandaté par le DOJ lie ces abus à un schéma de dévaluation immobilière ciblant les quartiers noirs, un racket systémique. La salle murmure la rage palpable. Une femme dans le public, une veuve dont la maison a été saisie, éclate en sanglots. « Ils ont volé ma vie !» crie-t-elle avant d'être escortée dehors tremblante. Mais Riverdale ne plie pas. Elle riposte avec une cruauté froide. Une nuit, l'école communautaire noire, un phare d'espoir, où Moussa et Awa apprenaient à lire, est réduite en cendres. Les flammes rugissent, dévorant les salles de classe, les livres, les rêves. Les pompiers, sous l'influence de Leclerc, arrivent 1 heure trop tard, leurs tuyaux inutiles, face aux ruines fumantes. Claire Martin, arrivée sur les lieux, filme la désolation, ses mains tremblant sur la caméra. « Il brûle notre avenir !» hurle-t-elle, sa voix brisée diffusée en direct. La vidéo explose sur les réseaux sociaux. Riverdale brûle devient un cri de guerre. Des manifestations éclatent spontanées, chaotiques. Des vétérans menés par Marc Dubois forment une chaîne humaine autour des entreprises noires encore debout. Des mères, des pères, des enfants se joignent à eux, leurs poings levés défiant l'oppression. Mais les milices civiles armées jusqu'aux dents s'approchent. Leurs drapeaux claquent dans le vent, leurs bottes martèlent le pavé. Leurs regards promettent le sang. André, quittant le tribunal sous escorte, voit la tension monter. Il grimpe sur une estrade improvisée devant l'église de Samuel. « Ce n'est pas une guerre de race », tonne-t-il sa voix, portant par-dessus la foule. « C'est une guerre pour la justice, pour la dignité, pour nos enfants. » La foule acclame, mais un coup de feu déchire l'air. La panique éclate. André plonge, protégeant Awa, une adolescente de 15 ans, tenant une pancarte. La balle frôle son bras, laissant une entaille sanglante. Les caméras de Claire capturent tout un général blessé sauvant une enfant. L'image devient un symbole mondial. La foule rugit égalité, mais les miliciens accusent les manifestants d'avoir tiré une provocation grossière. Une caméra de surveillance récupérée par Claire révèle la vérité. Un homme lié à Lefebvre a tenté de planter une arme parmi les protestataires. La preuve est irréfutable. Lefebvre, libéré sous caution, est arrêté à nouveau menotté sous les flashs des caméras. Son visage tordu de rage crache « Vous ne gagnerez jamais, vous ne changerez rien ». Mais la foule galvanisée scande « Si nous pouvons ». Au tribunal, Fatou dépose une motion explosive, une injonction fédérale, pour placer le département de police de Riverdale sous contrôle du DOJ. Elle présente le témoignage de 3 conseillers municipaux terrifiés à l'idée de la prison, prêts à trahir Leclerc. Ils confirment tout. Leclerc orchestrait les saisies, Moreau dirigeait les opérations. Lefebvre
était l'exécuteur brutal. Isabelle Nuyen, après des heures de délibération, rend sa décision. Les preuves sont accablantes. J'ordonne la supervision fédérale immédiate de la police de Riverdale effective dès ce soir. La salle explose en cris de joie. Les avocats de la défense s'effondrent, leurs arguments pulvérisés. Dehors, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les manifestants dansent, pleurent, s'enlacent. Mais la tension reste électrique. Les miliciens furieux forment un cordon face aux protestataires. Les vétérans s'interposent, boucliers humains contre la violence. André, ignorant les ordres de ses protecteurs, marche entre les deux camps, son uniforme ensanglanté, scintillant sous les projecteurs. « Assez !» rugit-il. « Ce tribunal a parlé. La loi a parlé. Si vous croyez en la Constitution, dispersez-vous. » Un milicien jeune, le visage rouge de colère ricane. « Vous ne commandez pas ici, général. » Mais un autre, plus âgé, baisse son arme, murmure. « Il a raison. » La foule retient son souffle. Un cri s'élève. « On est avec vous, général. » Lentement, les miliciens reculent. La tension s'apaise fragile. Mais la nuit apporte un nouveau cauchemar. Sophie Garnier, enquêtant secrètement, découvre une opération clandestine. Lefebvre, hors de contrôle, planifie une « opération nettoyage », des raids ciblant les leaders de la résistance, dont Claire Fatou et Samuel. Sophie alerte André, sa voix tremblante. « Ils veulent nous écraser, général. Ils ne s'arrêteront pas. » André contacte le Pentagone. Des agents du FBI enfin déployés investissent le poste de police, saisissant des serveurs. Ils récupèrent des communications supprimées, des ordres de Moreau pour des raids sur des propriétés noires, basés sur des opportunités immobilières, pas des crimes. Une note manuscrite, signée par Leclerc, ordonne « accélérer les saisies avant l'intervention fédérale ». La conspiration est nue, exposée au grand jour. Le gouverneur Charles Dupont, flairant la chute imminente, trahit ses alliés. Dans une conférence de presse télévisée, il joue l'indigné. Les abus à Riverdale sont une honte. J'exige une coopération totale avec le DOJ et je m'engage à financer la reconstruction de l'école incendiée. La foule devant les écrans hurle de mépris. Hypocrite. André, regardant l'allocution depuis le QG improvisé des vétérans, secoue la tête. Il fuit un navire qui coule. Leclerc et Moreau, abandonnés par Dupont, se déchirent. Lors d'une audition préliminaire, Moreau accuse Leclerc d'avoir conçu le racket. Leclerc, paniqué, prétend n'avoir été qu'un administrateur distrait, ignorant les tactiques brutales de la police. Leurs aveux enregistrés alimentent les procureurs fédéraux. Mais la crise atteint son paroxysme. Lefebvre, désespéré, barricade le poste de police, avec 3 officiers loyaux, tous suspendus mais armés. Il prend 5 otages, Sophie Garnier, piégée lors d'une récupération de preuves. Un employé de ménage, père de 3 enfants, et 3 manifestants arrêtés lors d'un contrôle. Il exige l'immunité, un hélicoptère et un passage sûr. Les équipes SWAT encerclent le bâtiment, leurs lasers rouges dansant sur les murs. Les négociateurs par haut-parleur tentent de raisonner Lefebvre. Sa voix hystérique résonne « Je veux du bois face à face » où ils meurent tous. Les snipers se positionnent sur les toits. Le général Thomas Franklin, chef d'état-major, atterrit en urgence son hélicoptère soulevant des tourbillons de poussière. « C'est un piège, André », prévient-il. « Il veut vous abattre pour devenir un martyr. » André secoue la tête, un sourire triste aux lèvres. « Ça a commencé avec lui et moi, Thomas. Ça doit finir ainsi. » Contre tous les protocoles, André décide d'entrer. Il ôte son gilet pare-balles, ne gardant que son uniforme, ses médailles scintillant sous la lumière des projecteurs. « Je vais radio silencieux », dit-il à Franklin. « Ne pénétrez pas, sauf danger imminent. » Franklin proteste, ses yeux brillants d'inquiétude. André pose une main sur son épaule. Parfois, il faut affronter la haine pour la désarmer. La foule derrière les barricades murmure des prières. Claire filme ses mains tremblantes. Fatou, à ses côtés, murmure « Il est notre lumière ». Les portes du poste s'ouvrent grinçantes. André entre seul. L'obscurité l'enveloppe, épaisse, suffocante. Des bureaux renversés forment une barricade de fortune. Derrière Lefebvre, tremblant, tient une arme contre la tempe de Sophie. Ses yeux sont injectés de sang, son visage déformé par la peur et la rage. 2 officiers armes levés l'entourent. « Assez loin, général », aboie Lefebvre. André lève les mains, paumes ouvertes. « Je suis désarmé, Paul. Je suis là pour parler. » Lefebvre ricane amer.
Parler après avoir détruit ma vie, ma carrière, ma famille, ma ville. André avance d'un pas, sa voix calme mais ferme. Ce n'est pas moi qui ai détruit ça, Paul. Ce sont vos choix. Chaque menotte trop serrée, chaque vie brisée, chaque mensonge. Lefebvre vacille, son arme tremble. Vous ne savez rien de moi, crie-t-il. André insiste, sa voix pénétrant les défenses de Lefebvre. Votre père Georges Lefebvre était un sergent respecté ici. Vous vouliez être comme lui, n'est-ce pas? Mais l'armée vous a rejeté. Problème psychologique, disait-il. Ça vous a brisé. Lefebvre blêmit, ses lèvres tremblent. Ils m'ont dit que j'étais faible. Mon père, il ne m'a jamais pardonné. Chaque jour, il me regardait comme un raté. André hoche la tête, avançant encore. Mon père lui a été rejeté par cette ville à cause de sa peau. Mais il m'a appris que la vraie force, c'est de défendre ce qui est juste, pas de contrôler les autres par la peur. Lefebvre cligne des yeux, une larme coule. « Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» murmure-t-il, sa voix brisée. André le fixe intense. « Je veux que vous choisissiez Paul. Continuez, et tout est fini. Pour vous, pour eux. » Il désigne les otages terrifiés. « Ou posez cette arme, et devenez l'homme que votre père aurait voulu voir. Un homme qui assume ses erreurs. » Un silence lourd s'installe. Les otages retiennent leur souffle. Sophie, les yeux fixés sur André, hoche imperceptiblement la tête. Puis lentement Lefebvre relâche Sophie. Son arme tombe avec un claquement métallique. Il s'effondre à genoux en larmes. « Je voulais juste être comme lui. » André s'approche, pose une main sur son épaule. « Vous pouvez encore choisir le bien. » Les SWAT envahissent le poste, menottant Lefebvre et ses complices. Sophie libre se jette dans les bras d'André. « Merci » murmure-t-elle, la voix étouffée par les sanglots. Dehors, la foule explose de joie, les cris d'égalité résonnant dans la nuit. Les mois suivants, Riverdale se transforme lentement, douloureusement. Le DOJ prend le contrôle total du département de police. Leclerc-Moreau et leurs complices sont inculpés pour une litanie de crimes, violation des droits civiques, trafic de drogue, racket organisée, fraude immobilière. Dupont, sous enquête fédérale, annonce qu'il ne se représentera pas sa carrière en lambeaux. Isabelle Nguyen ordonne une réforme structurelle, nouvelle politique de transparence, formation obligatoire, contre les biais, supervision citoyenne renforcée. André, à la demande unanime de la communauté, préside un conseil d'oversight mêlant résidents éducateurs et officiers réformateurs. Sophie Garnier, promue chef intérimaire, purge les éléments corrompus. Marc Dubois, l'ancien policier repenti, dirige un programme de formation enseignant l'éthique et l'empathie aux recrues. Les propriétés saisies illégalement sont restituées avec des compensations financées par les actifs gelés de Renaissance Riverdale. Un fonds communautaire naît dédié à la reconstruction de l'école incendiée, désormais nommée École de l'égalité Aïssatouba, en mémoire du bébé perdu. Une fresque murale peinte par les élèves montre André protégeant Awa lors du coup de feu, un symbole d'unité. Mais les cicatrices restent. Les familles pleurent leur perte. Les entreprises noires encore fragiles luttent pour se relever. André, refusant les plateaux télévisés et les médailles honorifiques, retourne à l'Académie militaire de Clayton. Il y enseigne désormais un cours spécial, le rôle de l'armée dans la défense des droits civiques. Il lance un programme de mentorat pour les cadets en difficulté, dont Julien Lefebvre, 19 ans, le jeune frère de Paul. Lors d'une cérémonie, André épingle les barrettes de lieutenant sur l'uniforme de Julien. « Ton frère a suivi un chemin, » dit-il la voix grave. « Toi, tu choisis le tien. » Julien, les yeux brillants, hoche la tête. « Paul m'a écrit de prison. Il m'a dit de vous remercier. » Il commence à comprendre ses erreurs. Un an plus tard, André retourne à Riverdale pour l'inauguration de l'école de l'égalité. La communauté l'accueille comme un héros, mais il refuse ce titre. « Les héros, ce sont vous, » dit-il désignant la foule. « Vous qui avez témoigné, marché, risqué tout pour la justice. » Il passe devant le poste de police, où une nouvelle enseigne proclame « Protéger et servir tous ». Un petit changement, mais un symbole puissant. Les cicatrices restent, sur son visage, dans les cœurs de Riverdale, mais un espoir fragile naît. Une unité nouvelle, transcendant race, rang et passé. Riverdale devient un phare inspirant des réformes dans des villes à travers le pays. Des départements de police adoptent les protocoles de Riverdale Transparence, Accountability, Justice. Des écoles enseignent l'histoire d'André, de Fatou, de Claire, de Sophie, comme un modèle de courage collectif. André, dans une lettre au Riverdale Gazette, écrit « La justice n'est pas une destination mais un chemin. Chaque pas compte.
Son combat a prouvé que l'autorité véritable vient du courage, pas du pouvoir. Que la justice exige de changer les lois, mais aussi les cœurs. Riverdale, jadis, un symbole d'oppression devient un cri d'espoir. Si cette histoire vous touche, partagez votre propre expérience d'injustice dans les commentaires. Quel pas vers l'égalité ferez-vous aujourd'hui? Égalité pour tous. L'histoire d'André Dubois à Riverdale, une saga d'injustice, de courage et de rédemption, résonne comme un cri dans l'âme. Cette fresque dramatique, où un général décoré est humilié, où une communauté noire est pillée, où des vies sont brisées par la corruption, m'a profondément bouleversé. Elle incarne les valeurs françaises chères à notre cœur: liberté, égalité, fraternité. Mais au-delà de l'émotion brute, la rage face à l'arrestation brutale d'André, la douleur pour la perte du bébé d'Aïssatou, l'indignation devant l'incendie de l'école, cette histoire offre des leçons universelles, des vérités qui éclairent notre chemin dans un monde souvent fracturé. En tant que Français, nous sommes sensibles à ces récits où l'individu armé de sa dignité défie un système oppressif. Voici mes réflexions tissées de l'esprit de Voltaire et de l'humanisme de Camus sur ce que Riverdale nous enseigne et comment appliquer ces leçons dans nos vies. D'abord, l'histoire d'André Dubois nous rappelle la puissance du courage face à l'injustice. André, menotté, le visage ensanglanté, aurait pu céder au désespoir. Mais il choisit de résister non par la violence, mais par une discipline d'acier et une foi en la justice. Ce courage n'est pas celui des héros de légendes inaccessibles. C'est un courage humain, ancré dans la conviction que chaque voix compte. En France, nous admirons ceux qui, comme les résistants de la Seconde Guerre mondiale, ont défié l'oppression au péril de leur vie. Pourtant, dans notre quotidien, combien de fois détournons-nous le regard face à une injustice, une remarque discriminatoire, au café du coin, un collègue marginalisé, une politique qui exclut Riverdale, nous exhorte à agir même lorsque la peur nous paralyse. Une leçon concrète: osez intervenir. Si vous assistez à une injustice, parlez même si votre voix tremble. Un simple « ce n'est pas juste » peut briser le silence complice. Comme André, devenez un rempart non pas en cherchant la gloire, mais en honorant votre conscience. Ensuite, l'histoire souligne l'importance de l'unité face à la division. Riverdale était fracturé: noir contre blanc, police, contre citoyens puissants, contre vulnérables. Mais la coalition formée par André Fatou Diallo, Claire Martin, Sophie Garnier et les vétérans prouve que la justice naît de la solidarité. Cette idée résonne avec notre tradition française de fraternité incarnée dans les manifestations pour les droits sociaux ou les mouvements citoyens comme les Gilets jaunes. À Riverdale, des gens ordinaires, une journaliste, une avocate, un policier repenti, ont transcendé leurs différences pour un but commun. Dans nos vies, nous pouvons appliquer cette leçon en tissant des liens au-delà des clivages. Parlez à votre voisin d'une autre culture. Écoutez les préoccupations d'un collègue d'un autre milieu. Participez à une association locale pour défendre une cause. La fraternité, c'est construire des ponts, pas des murs. Chaque conversation, chaque main tendue est une brique dans l'édifice d'une société plus juste. Une autre leçon plus subtile mais cruciale est la nécessité de confronter la haine avec l'empathie. La confrontation finale entre André et Paul Lefebvre est un moment d'une intensité rare. André, face à l'homme qui l'a brutalisé, choisit non pas la vengeance mais le dialogue. Il voit en Lefebvre non un monstre mais un homme brisé par son passé, rongé par la honte d'avoir déçu son père. Cette approche reflète l'humanisme français, cette croyance que même dans les ténèbres, une lueur d'humanité persiste. En France, nous valorisons le débat, la compréhension même avec ceux qui nous opposent. Appliquons cela dans nos vies. Face à quelqu'un qui vous blesse par ses mots ou ses actes, essayez de comprendre son histoire. Une collègue agressive cache peut être une insécurité. Un ami intolérant crie peut être sa peur du changement. L'empathie n'excuse pas l'injustice, mais elle peut désarmer la haine, ouvrir un chemin vers la réconciliation. Comme André, soyez celui qui tend la main même lorsque tout pousse à frapper. Enfin, Riverdale nous enseigne que la justice est un combat sans fin, mais chaque pas compte. La victoire d'André, la réforme de la police, la restitution des terres, la reconstruction de l'école, n'effacent pas les cicatrices. Pourtant, elles sèment l'espoir. En France, nous savons que les grandes conquêtes, l'abolition de l'esclavage, le droit de vote des femmes, la sécurité sociale, ont été gagnées par des luttes acharnées, pas par des miracles. Cette leçon nous pousse à persévérer.
Dans votre vie, identifiez une cause qui vous touche: l'égalité des genres, la lutte contre le racisme, la protection de l'environnement. Engagez-vous même modestement. Signez une pétition. Donnez 1 heure par semaine à une association. Votez avec votre conscience. Chaque action, si petite soit-elle, est une goutte dans l'océan du changement. Comme à Riverdale, le chemin est long, mais il est pavé par nos choix quotidiens. Ces leçons, courage, unité, empathie, persévérance, ne sont pas abstraites. Elles sont des guides pour naviguer dans un monde complexe. En France, où les débats sur l'identité et la justice sociale sont vifs, l'histoire de Riverdale nous rappelle que l'égalité n'est pas un slogan, mais un combat vivant. Elle nous invite à regarder en nous-mêmes, à questionner nos silences, à renforcer nos convictions. André Dubois n'est pas un surhomme. Il est un miroir de ce que nous pouvons devenir si nous choisissons d'agir. À vous maintenant de prendre ce flambeau. Quelle injustice refusez-vous d'accepter? Quel pas ferez-vous pour changer les choses? L'histoire de Riverdale n'est pas finie. Elle continue à travers nous. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez en un monde plus juste, agissez maintenant. Cliquez sur « Like » pour amplifier ce message. Partagez cette vidéo pour inspirer d'autres à se lever. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rater aucune histoire de courage et de changement. Et dans les commentaires, criez votre engagement, égalité pour tous. Dites-nous quelles leçons vous emportez, quels pas vous ferez. Ensemble, faisons de Riverdale un symbole d'espoir universel. Merci de votre soutien et à bientôt pour d'autres combats